Salut à tous et à toutes, jeudi, quatrième sortie de ce grand journal pour cette semaine. L'actualité mondiale continue de se transformer rapidement. Je suis Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, pour présenter le grand journal. Sur Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, on air avec du style. Passez le message à Alexa pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Alexa, open Swag Radio. Tout de suite, voici les infos. Le Conseil de sécurité échoue à adopter une résolution appelant à l'arrêt immédiat des opérations militaires au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a échoué mercredi à adopter un projet de résolution exhortant toutes les parties à cesser immédiatement leurs activités militaires et à s'abstenir de toute nouvelle escalade au Moyen-Orient, au-delà et condamnant toutes les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. Le récit est signé FGTN News dans ce grand journal. Le résultat du vote est le suivant. 4 voix pour, 2 voix contre, 9 abstentions. Le projet de résolution n'a pas été adopté, n'ayant pas obtenu le nombre de voix requis. Après le vote, l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a accusé les pays d'avoir rejeté un appel clair à cesser les combats et à régler les différends de manière pacifique. Il a indiqué que leur engagement en faveur de la paix n'était que pure rhétorique et a avancé que la proposition n'était pas en contradiction avec une initiative distincte soutenue par Bahreïn et les États du Golfe. L'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Mike Waltz, a déclaré que Moscou protégeait l'Iran et a ajouté que Washington tiendrait Téhéran responsable de ses actions déstabilisatrices. Nous resterons toujours au Moyen-Orient. Les frappes iraniennes se multiplient dans le Golfe Persique et dans les pays avoisinants. Par précaution, plusieurs entreprises bancaires ont demandé à leur personnel d'évacuer leurs bureaux. Le récit est signé France TV Info dans ce grand journal. Une cuve de pétrole qui explose sous les yeux médusés de l'employé qui filme. Ce sont les réservoirs stratégiques de carburant qui viennent d'être frappés dans le port de Salalah, à Oman. L'incendie se propage. Un épais panache de fumée noire, visible à des kilomètres à la ronde, photo prise par un bateau, vision apocalyptique. C'est une attaque de drone sur Oman. Plusieurs ont été abattus, mais certains ont réussi à passer la défense du pays. Dans le port, les employés étaient au travail. Ils s'enfuient de peur qu'un autre drone touche sa cible. Le sultan appelle immédiatement le président iranien pour exprimer sa colère. Le sultan a souligné la neutralité du sultanat d'Oman ainsi que son profond mécontentement et sa condamnation des attaques répétées contre son territoire. L'Iran menace de continuer à cibler les ports de la région si les siens sont attaqués et publie cette vidéo où les lancements de missiles se succèdent. Les États-Unis lancent un avertissement général. Les civils doivent éviter les ports de la région, cible de l'armée iranienne. D'autres pays du Golfe ont été ciblés. La télévision du Bahreïn annonce 283 engins interceptés depuis le début de la guerre. L'armée confirme que ces dernières heures, à nouveau, un missile et un drone ont été interceptés et détruits. Au-dessus du quartier des affaires de Dubaï, des traînées dans le ciel, preuve de nouvelles interceptions. Par mesure de précaution, plusieurs entreprises, dont Deloitte et la banque HSBC, ont annoncé demander à leur personnel d'évacuer leurs bureaux dans différents pays de la région. Donald Trump affirme que les États-Unis sont en train de gagner la guerre au Moyen-Orient. Mais est-ce vraiment le cas? Collaborateur de TVA, Stéphane Bureau, dit non et vous explique pourquoi dans ce grand journal. On va analyser le tout avec notre collaborateur Stéphane Bureau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Audrey. Parlons d'abord de la question militaire. La marine américaine qui se fait tirer l'oreille, disons-le, sur la question des escortes dans le détroit d'Ormuz. Comment tu vois ça? Dans un contexte où on apprend que l'Iran aurait commencé à déposer des mines, ce qui change considérablement les choses et rend le travail beaucoup plus difficile, la navigation extraordinairement risquée. Il y a près de 1000 bateaux qui sont piégés et qui attendent de sortir. C'est donc du sérieux. La semaine dernière, le président Trump avait dit « Nous allons escorter s'il le faut pour que la navigation puisse reprendre. » Or, tu le disais, la marine américaine et encore aujourd'hui, Dan Kane expliquait « Nous attendons des instructions claires. » En fait, je pense que les militaires américains mesurent le risque et savent qu'il sera très difficile
sans occuper une zone tampon en territoire iranien, de sécuriser ces convois maritimes et particulièrement les bateaux militaires américains qui seront extraordinairement vulnérables parce que c'est étroit, on le dit. En fait, c'est 2 rails. Un qui permet à des bateaux de rentrer dans le Golfe et puis un autre du côté d'Oman où ils sortent. Mais dans les faits, c'est 2-3 kilomètres où ces bateaux se rendent extraordinairement vulnérables, sont des cibles. Et dans les circonstances, je pense que l'armée américaine, la marine, veut des garanties. Ça pourrait venir, par exemple, d'un déploiement militaire au sol, quoi qu'en dise le président Trump. En fin de semaine, on voyait qu'il y avait du mouvement à Fort Bragg, qui est le chef-lieu de la 82e division aéroportée et qui pourrait très rapidement être déployé et sécurisé. Parce qu'en ce moment, le détroit, c'est par là que passe le pétrole, c'est par là que passe la marchandise et des bateaux aussi de croisière qui sont retenus. Et c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donald Trump, par ailleurs, n'arrête pas de répéter que les Américains sont en train de gagner la guerre. Est-ce que c'est réellement le cas, Stéphane? En 2 mots, non et non. Il la gagne sur le plan militaire. La machine militaire américaine et israélienne est évidemment indéniablement plus puissante que celle de l'Iran. Mais c'est un conflit qui se joue sur plusieurs fronts, y compris celui de l'économie, on vient d'en parler, et j'ai l'intime conviction que M. Trump n'a plus le plein contrôle de toutes les manettes. Il le sait, il le sent. Ça explique peut-être plusieurs de ses déclarations souvent contradictoires. Il est sous pression, et même s'il fallait qu'il décide de mettre un terme aux hostilités, ça ne veut pas dire que l'Iran arrêtera immédiatement, et ça aussi, je crois qu'il le mesure. Donc, dans le meilleur des scénarios, quelque chose qui pourrait ressembler à ce qui s'est passé au Venezuela, si ça devait arriver, je pense que les chances sont absolument minuscules. Politiquement, il paiera quand même un prix très élevé. Oui. Bien, justement, Stéphane, parlons-en de ce prix politique que risque de payer Donald Trump, peu importe la sortie de cette crise. Effectivement, je crois qu'une bonne partie de sa base a décidé que c'en était terminé, que c'est une rupture du contrat de confiance, et particulièrement pour ceux qui ont aimé, qui ont travaillé, qui se sont battus pour Donald Trump. Il y a quelque chose d'une trahison qui ne sera jamais oubliée. Et même s'il fallait que la semaine prochaine, il puisse dire « les opérations sont terminées, tout va bien, on a gagné », même si ce n'était pas totalement vrai, je pense qu'il n'arrivera jamais à retrouver cette portion de sa base qui sera essentielle pour les élections de mi-mandat. Et mon intuition profonde, c'est qu'il sait aujourd'hui que pour lui, ça va être très, très, très difficile. Peut-être même qu'il sait qu'il va les perdre, ces élections de mi-mandat. Merci, Stéphane. Salut. Guerre en Iran, une opération qui semble s'enliser, coup de projecteur sur cette guerre, sur le plateau de LCI. La guerre qui oppose l'Iran aux États-Unis à leurs alliés semble entrer dans une phase critique au fil des jours. Les bombardements se multiplient, les pertes civiles augmentent et une question revient de plus en plus souvent dans les analyses internationales. Cette opération militaire a-t-elle réellement un plan clair ou est-elle en train de s'enliser dans une catastrophe stratégique? Une guerre qui ne produit pas de résultats décisifs depuis le début de l'offensive contre l'Iran. Les frappes aériennes américaines et israéliennes se poursuivent sans qu'une victoire rapide se dessine. L'objectif annoncé, affaiblir les capacités militaires iraniennes et forcer Téhéran à reculer, semble loin d'être atteint. Écoutons les détails sur le plateau de LCI dans ce grand journal. Je pense au contraire qu'on voit de plus en plus que cette catastrophe, que c'est une catastrophe, que cette opération ne va nulle part. Au contraire, 11 jours. Vous êtes pressé, 11 jours. Oui, on est au 11e jour. 11 jours, mais ça va, on ne voit absolument pas si ça évolue positivement. Alors, 11 jours, peut-être qu'il y en aura 22, 33, mais on n'a absolument pas aucune perspective. On voit bien que les Américains n'ont aucun plan. Et donc, on voit au contraire les Européens sortir du bois les uns après les autres. C'est-à-dire, au début, il n'y avait que le Premier ministre espagnol, auquel je rends hommage ici, qui le premier a dit c'est une opération illégale et absurde. Et on voit maintenant, la France est venue, la Suisse, votre Suisse elle-même en est venue, l'Italie en est venu. Donc on voit au contraire un mouvement où, à part l'Allemagne, la plupart des pays européens admettent ce qu'ils auraient dû admettre il y a un certain temps, c'est une opération qui ne conduit nulle part. Je voudrais aussi souligner que ce à quoi nous assistons, c'est quand même la mort d'une région.
Parce que tout le Golfe, vous savez, avait créé ces villes absolument ahurissantes, fondées sur le travail de 2 ou 3 millions de Pakistanais en bas et quelques milliers de locaux en haut, avec des Libanais, des Palestiniens, des Américains pour faire fonctionner le tout. Bien là, ça va être difficile pour relancer toute cette économie. Abu Dhabi, Dubaï, Qatar, Doha, etc. Ça va être difficile de faire revenir les gens dans ces villes. L'AIE, déblocage record de 400 millions de barils de pétrole pour faire face à la crise iranienne. L'Agence internationale de l'énergie libère 400 millions de barils pour éviter les ruptures d'approvisionnement liées au conflit avec l'Iran. Le récit est signé Euronews dans ce grand journal. L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que ses pays membres ont convenu de libérer près de 400 millions de barils de pétrole de leurs réserves en réponse à la guerre en Iran. Il s'agit de la plus grande distribution d'urgence de pétrole de son histoire. This is a major action aiming to alleviate the immediate impacts of the disruption in markets. But, to be clear, the most important thing for a return to stable flows of oil and gas is the resumption of transit through the Strait of Hormuz. Cette décision vise à faire baisser les prix du pétrole dans le contexte de la crise actuelle au Moyen-Orient. L'Iran a interrompu le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un cinquième de tout le pétrole acheminé du golfe Persique vers l'océan Indien. L'Allemagne, l'Autriche et le Japon ont également annoncé qu'ils libéreraient une partie de leurs réserves pétrolières. Le président américain Donald Trump parle de victoire dans cette guerre, alors que majoritairement les Américains craignent un enlisement du conflit et une hausse du prix de l'essence. Donald Trump annonce la victoire et tente de rassurer. Le récit est signé TV5 Monde dans ce grand journal. Donald Trump en terrain conquis. Face à lui, un public acquis à sa cause. Bon nombre d'électeurs républicains continuent de soutenir la guerre, mais 60% des Américains craignent un enlisement du conflit. Un mot doit donc être martelé. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Vous savez, on n'aime jamais le dire trop tôt, mais nous avons gagné. Nous avons gagné. Dès la première heure, c'était fini. La victoire est donc là, mais le message s'accompagne d'une nuance. Nous devons finir le boulot, non ? Après l'opération Midnight Hammer, nous sommes partis pensant que les Iraniens mettraient fin à leurs agissements. Mais ils ont recommencé. C'est pourquoi nous devons en finir. Nous ne voulons pas y retourner tous les 2 ans. L'engagement militaire n'est donc pas encore terminé. L'autre sujet d'inquiétude des Américains, c'est le prix de l'essence. Mon administration, comme vous le savez, s'efforce également de maintenir l'approvisionnement en pétrole. Il coule à flot partout. Le pétrole a beau couler à flot, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont décidé d'un déblocage record de 400 millions de barils dans leurs réserves stratégiques afin d'apaiser les inquiétudes sur l'approvisionnement. Les États-Unis, à eux seuls, vont libérer 172 millions de barils à partir de la semaine prochaine. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio, depuis les studios de Swag, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Et Raleigh Laurelas pour présenter ce grand journal, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude en air avec du style. Swag Radio sur Alexa Open Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h sur 24, Swag Radio, le son qui swag. Les infos sans cassure, sans bavure, c'est l'affaire de P-News, info à la vitesse de la lumière, sur Facebook et sur WhatsApp, votre référence en matière d'infos. The place to be pour la bonne cuisine haïtienne, Brothers Café Créole, en 299 Main Street, Everett. Chiffre le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Le 28 février 2026 dernier, une opération d'une précision redoutable a ébranlé les fondations du régime iranien. Derrière cette frappe éclair se cachent des années de préparation à une alliance technologique sans précédent entre la CIA et le Mossad,
l'agence de renseignement d'Israël. L'envoyé spécial de Radio-Canada, Frédéric Hanoul, dévoile les coulisses de cette opération depuis Tel Aviv. Écoutons un reportage spécial dans ce grand journal. Monsieur Guessoum, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. L'opération est spectaculaire. En moins d'une minute, le guide suprême et 40 membres du leadership iranien étaient rayés de la carte le 28 février dernier. Des secondes qui ont pris bien plus de temps à préparer, selon cet ancien officier des renseignements militaires israéliens. Depuis des années et des années, la CIA et le Mossad ont amassé des tonnes et des tonnes de renseignements, ont construit des banques de données, des banques de cibles. Une telle précision est aussi passée par le cyberespace et l'intelligence artificielle. En collaboration avec la CIA, le Mossad israélien a ainsi réussi à pirater et à analyser il y a quelques années le système de caméras de circulation en Iran. Ils ont alors découvert qu'une caméra en particulier était orientée de telle manière qu'elle montrait où les membres de l'équipe de sécurité de Ramenai garaient leur voiture. Le 28 février, la CIA et le Mossad ont alors brouillé le réseau téléphonique autour du complexe du guide suprême et le reste appartient à l'histoire. Le genre de faille analysé en profondeur qui est exploité par Israël. Think of it as a cat and mouse kind of race, and whoever makes it first into the hole in the wall is the one that is able to get in first. Check Point est une société multinationale de cyberdéfense protégeant plus de 100 000 organisations à travers le monde. It's cheaper to send a digital soldier into someone's network than sending someone physically. Ancien chef des services de renseignement militaire israélien et pilote de chasse pendant 33 ans, Amos Yadlin estime que le savoir-faire de son pays dans le domaine d'espionnage n'est plus à démontrer. I think anybody who will analyze this campaign will see the importance of intelligence, the capability to remove the leadership of Hamas, Islamic Jihad, Hezbollah, gave us a lot of experience to do it in Tehran. En septembre 2024, par exemple, Israël a piégé des milliers de téléavertisseurs du Hezbollah avec de petits explosifs qui ont détonné simultanément, faisant au moins 42 morts et des milliers de blessés. Selon Amos Yadlin, le piratage de données n'est qu'une des nombreuses facettes des opérations dans cette guerre contre l'Iran. Cela représente un petit point de pourcentage, dit-il, qui est certes important, mais Israël a bien plus d'un tour dans son sac. Cyberattaques, surveillance par satellite, taupes et espions israéliens en Iran, le côté humain n'est pas à négliger. Avec tout le respect pour les algorithmes, on sait aujourd'hui que l'intuition humaine, les relations que peut avoir un agent avec une taupe ou une personne à l'étranger, sur le plan humain et direct, sont irremplaçables. Surtout pour la suite de cette opération israélienne qui vise aussi un changement de régime. Un changement qui devra, avant tout, venir de l'intérieur de l'Iran. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Tel Aviv. La situation au Moyen-Orient reste l'une des plus explosives et complexes du système international actuel. Selon l'analyse du docteur Sherif Amir, spécialiste en géopolitique, la région traverse une phase de recomposition stratégique majeure, marquée par une confrontation indirecte entre puissances régionales et internationales. Écoutons Sherif Amir sur RT pour un vrai zooming sur la guerre dans ce grand journal. Monsieur Guessoum, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous ce soir. Alors on a l'impression de plus en plus que cette guerre se déplace vers le détroit d'Ormuz, vers lequel les yeux du monde entier sont rivés actuellement, et que le président français Emmanuel Macron, lui, veut surfer sur cette vague des attaques américano-israéliennes. Qu'est-ce que cela vous évoque aujourd'hui, au 12e jour
de cette guerre? Écoutez, moi, cela m'évoque une limite atteinte par le dispositif guerrier mis en place par les États-Unis et Israël, et qui fait que ce dispositif guerrier ne permet pas, en tout cas, d'atteindre des objectifs qui étaient déclinés par l'administration américaine et israélienne, et que les autres qui sont un peu en marge de ce dispositif, et en l'occurrence l'Europe, veut intervenir et veut reprendre une place de choix dans la résolution du conflit, et précisément, et vous avez raison de le préciser, sur la question du détroit d'Ormuz, qui est un véritable guêpier et qui a une incidence évidente sur l'ensemble du marché pétrolier. Et c'est quand même 20% du trafic mondial de pétrole, et qui impacte sur l'énergie sur la plupart des pays. Donc cela m'évoque en tout cas une atteinte de limite du dispositif purement guerrier, et la tentative du président Macron de revenir sur cette scène, mais je n'y vois là en finalité qu'une posture politique, mais pas dans le meilleur des sens du terme. Est-ce que vous vous croyez à une intervention possible européenne, une coalition qui pourrait se joindre aux frappes américano-israéliennes, ou pas du tout dans le contexte actuel? C'est plus un effet d'annonce pour récolter encore quelques points politiques. Alors, je n'y crois pas du tout, compte tenu de la configuration géographique du théâtre de guerre, et en l'occurrence là où se pointent toutes les interrogations et les craintes qui est que le détroit d'Ormuz, vous savez, sur une côte, ou en tout cas une côte, oui, de 50 km entre Oman et l'Iran, je ne vois pas comment une superpuissance américaine et israélienne n'ont pas réussi à régler la question de 50 km. L'ajout d'autres co-belligérants, votre journaliste a parlé de co-belligérants, et cela ferait entrer justement la France dans cet espace exigu qu'est la co-belligérance dans un théâtre de guerre qui a des répercussions partout dans le monde. Et j'entendais parler sur votre plateau de la question de la réserve stratégique. La réserve stratégique, là aussi, on voit bien que le G7 se perd un peu dans tous les sens. La réserve stratégique est faite pour pallier à des difficultés qui ne relèvent pas de la régulation du prix. Et cela n'a absolument aucun sens. La France dispose d'une réserve de 2 mois. Si on adosse cela à la nature du conflit, on ne voit pas comment une réserve stratégique de 2 mois peut pallier à une augmentation des prix inévitable. Alors l'Agence internationale énergétique parle donc d'une relâche du réserve de 400 millions de barils de brut. Est-ce que les 400 millions de barils peuvent avoir une influence sur la régulation de ce marché, ou pas du tout? Pas du tout, absolument pas. Vous savez, cette question de réserve stratégique, elle est abordée dans un mauvais sens, dans le sens où la réserve stratégique, qui tient 2 mois pour la France, je me garde et je reste sur le territoire français, sur une période de 2 mois, ferait que cette réserve stratégique devra être réalimentée avec le cours du baril de pétrole. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Une importante opération policière menée dans la ville de Jérémie a conduit à l'arrestation de plusieurs individus présentés comme de gros malfaiteurs affiliés au gang Bagaille Neuf, un groupe criminel accusé de s'être spécialisé dans le vol, l'occupation illégale de terrain appartenant à des citoyens. Selon les informations recueillies sur place, les forces de l'ordre ont lancé une intervention ciblée après plusieurs plaintes déposées par les habitants, affirmant que ce gang s'était organisé pour s'approprier des parcelles de terre par intimidation, menace et falsification de documents. Écoutons le détail dans ce grand journal. Moi, je fais 43 jours. J'ai 32 années. J'ai 33 ans. Comment? J'ai 32 années là. J'ai quel âge? 30 ans. Combien? 30 ans. Je me laisse 94, j'ai 30 ans. 32 ans rien? Oui. La pierre et par la pierre, non? Et présumé? 36 ans. Robinson? J'étais l'année. Combien? J'étais l'année. Charles? 23.
Nous saluons tous les amis de la presse qui sont présents là pour inviter avec nous dans le cadre de présentation, bilan, opération que la police a menée dans la ville de Jérémie. Comme nous sommes capables de constater et comme nous sommes capables de voir à travers les réseaux sociaux, dans le département de l'Est, spécialement dans la ville de Jérémie, il y a un phénomène volatile, ça nous relève dans le langage juridique, la spoliation, qui a gangréné les populations. Donc, le directeur départemental l'a toujours dit, le commissaire divisionnaire France Saint-Amand, il travaille avec la loi, constitution, règlement en main. Et avec mes moyens que la direction a gagné, il a fait tout ça qui est possible pour le capable permettre que Ville Jérémie toujours été dans le calme, Ville Jérémie toujours été dans la sérénité. C'est dans ce sens-là, lundi qui était 9 mars 2026, le directeur départemental a passé l'ordre formel à entité dans la police là, pour mener une opération dans Sainte-Hélène. L'opération ça a été menée dans Sainte-Hélène, c'est... Laissons la ville de Jérémie. Nous irons dans l'AES, au Mali, Burkina Faso, Niger, dans la capitale, Bamako, Ouagadougou, Niamey. Un haut responsable du gouvernement des États-Unis a entamé cette semaine une tournée diplomatique importante au Sahel, avec des visites successives au Mali, au Burkina Faso et au Niger, 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette mission vise à relancer le dialogue politique et sécuritaire entre Washington et ses nations sahéliennes confrontées à de nombreux défis. Écoutons un récit signé RT dans ce grand journal. Le haut responsable américain Nick Shaker en visite à Ouagadougou, une étape clé d'une tournée sahélienne qu'il a déjà menée au Mali et qui devrait se poursuivre au Niger. Officiellement, Washington vient réaffirmer son respect pour la souveraineté du Burkina Faso et explorer de nouvelles pistes de coopération, notamment sécuritaire et économique. Mais au-delà du protocole, cette visite traduit une volonté manifeste des États-Unis de ne pas se laisser évincer d'une région en pleine mutation. D'une part, ça montre les efforts des pays du Sahel à normaliser les relations à l'international. Et d'autre part, ça veut dire que la lutte contre le terrorisme avance et que les pays de l'AES sont devenus de plus en plus fréquentables. Mais d'un autre côté, il faut se méfier également des approches des États-Unis. Parce que ce soit les États-Unis ou la France, c'est 2 pays qui sont impérialistes par nature. Donc, il est rare, voire impossible d'avoir une coopération gagnant-gagnant avec ces pays-là. Actuellement, le monde se livre à des guerres de conquête et surtout des guerres pour mettre la main sur les matières premières et les ressources des différents pays. Vous voyez la guerre, que ce soit en Iran ou l'attaque qui a été menée contre le Venezuela. Bon, les États-Unis sont impliqués dans toutes ces guerres-là. En diversifiant leur partenariat, notamment vers la Russie, ces pays ont forcé les puissances occidentales à passer d'une posture de donneur de leçons à celle de partenaire négociateur. Nick Shaker vient ici pour tester la température et voir ce qu'il reste de l'influence américaine dans ce nouveau bloc souverainiste. Ce regain d'intérêt pour le Burkina Faso et ses voisins de l'AES souligne la place centrale du Sahel sur l'échiquier géopolitique moderne. Face à une réorientation assumée de la politique étrangère de Ouagadougou vers des partenaires jugés pragmatiques, les États-Unis tentent désormais de proposer un modèle de coopération qu'ils qualifient de gagnant-gagnant pour éviter une rupture totale avec cette zone stratégique. Donc quand on prend sur le plan sécuritaire, ça peut s'expliquer par cette rivalité entre les puissances étrangères. Par exemple, la présence de la Russie en Afrique qui s'intensifie, donc menace aussi les intérêts donc, des États-Unis. Sur le plan commercial, quand on prend la Chine qui est un partenaire commercial fiable du Burkina, donc au détriment des États-Unis qui se sont considérés comme le nombril du monde. Donc tout ça fait que
ils ont intérêt à revenir travailler avec les États de l'AES dans le respect mutuel donc, des intérêts des deux États. Les États-Unis jouent toute la balle dans la stratégie, bien sûr, de la géopolitique. Parce que, vu stratégiquement, le Sahel est aujourd'hui au cœur tournante, bien sûr, dans cet espace africain, parce qu'il y a ces frontières qui les lient à l'Afrique du Nord, il y a ces frontières qui les lient à l'Afrique centrale, et également le Burkina Faso qui joue une plaque tournante en Afrique de l'Ouest. Et donc, vu sur ce point de vue, si les États-Unis venaient à perdre une présence dans cet espace, alors cela montre à quel point ils ont perdu une partie importante, bien sûr, de l'Afrique. Et deuxièmement, il faudrait voir également la question économique et les questions de ressources naturelles. Pour de nombreux observateurs, cette offensive diplomatique américaine au pays des hommes intègres sonne comme une reconnaissance de fait de la nouvelle trajectoire sahélienne. Si Washington parvient à s'adapter aux exigences de souveraineté de l'AES, cela pourrait ouvrir une ère de diplomatie multipolaire où le Burkina Faso ne se contente plus de choisir un camp, mais maximise ses intérêts entre les grandes puissances mondiales. Depuis Ouagadougou, Maxime Jean-Eudes Bambara pour RT en français. Le haut responsable. Le haut responsable américain. Le haut responsable. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 12 mars 2026. Météo pour aujourd'hui. La météo à Boston s'annonce ensoleillée. Ciel partiellement nuageux avec des conditions venteuses. Au cours de la journée, température maximum 57 degrés Fahrenheit, minimum 28 degrés Fahrenheit. Alternance de soleil et de nuages durant la journée. Vent modéré à parfois fort, apportant une sensation plus fraîche, surtout le matin et en soirée. Temps globalement sec, sans précipitation prévue pour ce aujourd'hui. Rafale de vent possible, donnant une impression de froid, plus marquée malgré la douceur relative de l'après-midi. Pour ce jour du conseil, prévoyez une veste coupe-vent car la matinée et la nuit resteront assez froides malgré un après-midi plus doux. C'est la fin de ce grand journal. Merci de l'avoir suivi pour présenter le grand journal sur Swag Radio Erlich Dorelas depuis les studios de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Alexa Open Swag Radio, Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude. Info sans cassure, sans bavure, P-News, info à la vitesse de la lumière sur WhatsApp et sur Facebook. Faute référence en matière d'info, P-News. Blondeuse Café Créole délicieux sur la bonne cuisine haïtienne au 299 Main Street Everett. Chiffré le 617 294 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite à Blondeuse Café Créole. Joyeux jeudi. Au revoir. À demain.